Bonjour et bienvenue sur le plateau du JFFD. Au cours de ce numéro, nous reviendrons sur le célèbre cas d'ArcelorMittal, ainsi que sur les nouveautés en matière de succession. Nous verrons pourquoi certains bourgmestres de la périphérie bruxelloise n'ont toujours pas été nommés, et ce malgré la réforme Papillon. Après quoi, nous reviendrons sur les événements phares qui ont marqué ces dernières semaines au sein de notre faculté. Enfin, nous vous ferons partager l'expérience d'étudiants partis 6 mois à l'étranger en Erasmus. Comme je vous l'annonçais dans les titres, retrouvons tout de suite Lila et Ramona pour vous expliquer le célèbre cas d'ArcelorMittal. Bonjour à tous et à toutes, nous allons tout de suite aborder avec vous l'affaire ArcelorMittal et ensuite nous allons vous expliquer le nouveau régime en matière de succession. Comme vous le savez, il y a un an, ArcelorMittal a fermé la partie du Chaux et a provoqué un véritable séisme en Belgique lorsqu'il a annoncé le 24 janvier la fermeture de plusieurs sites. Quelles sont les solutions que les politiques peuvent prendre face à un tel drame social? Il y a essentiellement deux principales solutions. Tout d'abord, un repreneur. Cette solution consiste à rechercher un partenaire industriel qui reprendrait l'activité. La région wallonne pourrait soutenir financièrement un éventuel repreneur, mais pour cela, il faudrait que Mittal accepte de vendre l'outil, chose qu'il ne souhaite évidemment pas puisqu'il se retrouverait alors aux prises avec un concurrent supplémentaire. Mais il y aurait peut-être une solution pour le forcer à vendre l'outil. En effet, la loi sur la continuité des entreprises de 2009 prévoit que lorsqu'une entreprise est menacée, un administrateur désigné par le tribunal des commerces serait chargé de soit recueillir les différentes offres de reprise qui peuvent être faites, soit de lui-même reprendre les activités. Ainsi, on pourrait forcer Mittal à céder son outil sur cette base légale. Mais jusqu'à maintenant, aucun repreneur ne s'est encore représenté. Deuxième solution, la plus probable, une nationalisation. Alors, est-ce que l'État pourrait racheter l'entreprise sidérurgique? Rien dans le droit belge ni dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit une telle pratique. Néanmoins, la notion de nationalisation peut parfois se confondre et se rapprocher à celle de l'aide d'État. En effet, si l'État ne se comporte pas comme un investisseur privé en économie du marché, eh bien alors la nationalisation pourrait être requalifiée d'aide d'État. Parlons-en tout de suite avec M. Dorel. Si les aides d'État sont interdites par principe, cette interdiction n'est pas absolue. Donc tout projet d'aide d'État doit être notifié à la Commission européenne avant qu'il soit mis en œuvre. Et la Commission européenne est la seule entité en Europe à avoir le pouvoir d'autoriser ou d'interdire une aide d'État. Dans une situation un peu spécifique dans le secteur sidérurgique, étant donné qu'on a l'expiration du traité CECA, le traité charbon et l'acier en 2002. Depuis l'expiration de ce traité, qui régentait de manière très spécifique les aides d'État au secteur de l'acier notamment, depuis cette expiration, on a eu une communication de la Commission européenne qui a exprimé ses doutes quant à la validité des aides d'État dans ce secteur-là. Après 2009, on peut se reporter sur deux autres textes. Il y a les aides d'État régionales qui sont disponibles et qui peuvent être autorisées par la Commission pour promouvoir une région. Mais encore une fois, la ligne directrice de 2006, qui s'applique sur les aides régionales, interdisent les aides d'État régionales aux entreprises sidérurgiques. Donc, encore une voie qui est fermée. Une dernière voie possible serait une aide au sauvetage et à la restructuration, même si c'était interdit dans la communication de 2002, comme cette communication n'existe plus, on pourrait se demander si on ne pourrait pas suivre les lignes directrices générales des aides au sauvetage et à la restructuration qui datent de 2004 et qui sont du droit commun. Mais là encore, il y a un paragraphe 18, je crois, de cette ligne directrice qui interdit les aides au secteur de l'acier. Plus récemment, vous avez appris que 1400 travailleurs vont perdre leur emploi chez Caterpillar. À cet égard, on entend toujours parler de la loi Renault, mais de quoi s'agit-il? Cette loi prévoit une procédure particulière lorsque une entreprise procède à des licenciements collectifs. Il y a différentes phases. Première phase, la phase d'information et de consultation. Durant celle-ci, les employés, via leur syndicat, sont habilités à poser toutes les questions en vue de connaître les raisons de ce licenciement collectif. Ils ont également le droit de soumettre des propositions alternatives auxquelles l'employeur est tenu d'y répondre. Et puis vient la négociation proprement dite, phase pendant laquelle les syndicats et l'employeur négocient les conditions de licenciement. C'est ce qu'on appelle le pacte social. Le 21 janvier 2013 est entrée en vigueur une loi modifiant la loi successorale qui a introduit deux grands principes. Tout d'abord, le législateur a inséré ce qu'on appelle le saut générationnel. En effet, les grands-parents pourront désormais léguer tout de suite leurs biens
à leurs petits-enfants, pour autant bien entendu que les enfants soient d'accord et qu'ils aient renoncé à la succession. Auparavant, lorsqu'un enfant renonçait à sa succession, sa part était redistribuée entre les différents frères et sœurs. Désormais, elle ira tout de suite à ses enfants. Notons qu'avec cette nouvelle modification, on pourra payer qu'une seule fois les frais de succession plutôt que deux. La deuxième modification introduite est un élargissement de l'indignité successorale. Dorénavant, toute personne condamnée pour viol, atteinte à la pudeur, meurtre, coups et blessures, empoisonnement ou mutilation génitale sur la personne du testateur sera dans l'impossibilité de succéder. Alors qu'anciennement, une condamnation pour meurtre, assassinat, tentative de meurtre ou tentative d'assassinat était requise, les coups et blessures ayant entraîné la mort ne répondaient pas à cette condition. Avec la nouvelle loi du 21 janvier 2013, les personnes qui ont commis ce genre de faits et qui se sont ensuite suicidées ne seront plus succédées, chose qui était toujours possible anciennement puisqu'une condamnation était requise. Par contre, les enfants d'une personne jugée indigne pourront eux succéder. En ce début d'année, voici les principaux changements survenus depuis ce 1er janvier 2013. Le code de la nationalité est enfin entré en vigueur. Désormais, il y a 2 voies pour obtenir sa nationalisation. Une courte après 5 ans de séjour légal et des conditions très strictes et une plus longue de 10 ans. Les amendes de roulage impayées et incontestées sont désormais percevables par le fisc. Les citoyens européens pourront dorénavant siéger dans les conseils de CPAS, chose tout à fait logique puisqu'ils avaient déjà le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales. Et enfin, fin de la discrimination homme-femme pour l'assurance vie. C'est tout pour cette fois-ci. Et à la prochaine pour la suivante chronique. Lors du dernier numéro, nous vous avions parlé des élections communales. Aujourd'hui, certains bourgmestres n'ont toujours pas été nommés. Yannick et Gökhan se sont penchés pour vous sur la question. Bonjour. À nouveau, la Belgique fait l'objet de querelles communautaires. La dernière en date est la non-nomination des bourgmestres de Linkebeek, Krijnem et Wezenbeek-Oppen. Vous vous souviendrez, après les élections communales de 2006, le ministre-président de la région flamande avait choisi de ne pas nominer 3 bourgmestres de la périphérie bruxelloise, car ces derniers s'étaient exprimés en français dans certains documents officiels et lors de certaines réunions. Mais cette année, le gouverneur du Brabant flamand a pris le devant et a envoyé les convocations en néerlandais. Seulement voilà, d'autres convocations furent envoyées, mais en français cette fois. Suite à cela, le 25 février, le ministre-président Geert Bourgeois a annoncé sa décision de ne pas nommer ces 3 bourgmestres. Nous avons demandé à Melchior Wathelet, secrétaire d'État aux réformes institutionnelles, quels étaient les recours possibles contre cette décision. Dans la procédure sur laquelle on s'est mis d'accord, il y avait toujours cette intervention du gouvernement flamand. Je rappelle que les 6 communes périphériques sont un territoire flamand en tant que tel. Mais maintenant, nous avons offert la garantie à ces différents bourgmestres de pouvoir bénéficier d'un recours effectif, c'est-à-dire le recours devant le Conseil d'État, devant les chambres bilingues et non plus uniquement devant les chambres flamandes, pour s'assurer que les points de vue néerlandophones et francophones d'un point de vue juridique puissent être entendus et être mis en avant devant le Conseil d'État. Il ne fallait pas non plus qu'on tombe dans la situation inverse où ces bourgmestres allaient avoir plus de droits que n'importe quel autre bourgmestre. Ce n'est pas parce qu'ils sont bourgmestres dans une commune à périphérie qu'ils peuvent ne respecter aucune règle. Cet exemple illustre bien les problèmes que l'on peut rencontrer en matière communautaire. Il arrive pourtant que l'on trouve des solutions à ces problèmes. Ainsi, après de nombreux mois de négociations, une solution fut trouvée quant à la scission de BHV. Celle-ci fut qualifiée de compromis à la belge comme s'il s'agissait d'une habitude. Mais au fond, d'où vient cette tradition du compromis? Dans le communautaire belge, il y a des moments où il faut ne pas vouloir convaincre l'autre. Je m'explique. Prenons l'exemple de BHV. La conception flamande par rapport à la situation dans ces 6 communes est différente de la conception francophone, globalement, évidemment. Et je suis persuadé de mon bon droit comme francophone, vraiment, sincèrement, de bonne foi. Et je dois accepter que celui qui est en face, il a, malgré le fait que c'est une autre thèse, il est tout aussi de bonne foi. Et il faut arriver à vivre avec ça. Vivre avec le fait que on doit arrêter de vouloir persuader l'autre qu'il a tort, parce qu'on n'y arrivera pas, comme lui ne va pas me persuader que j'ai tort, mais on doit parvenir à vivre ensemble. Parce que, vous savez, dans une négociation institutionnelle et communautaire, ce que j'ai appris aussi, c'est que si à un moment vous la gagnez, eh bien c'est le début de votre défaite qui suit. Parce que quand vous gagnez, vous créez la frustration dans le chef de l'autre, vous créez un ressenti, ça monte. L'autre a, je dirais, le sentiment, est persuadé d'avoir été floué, d'avoir été eu, et donc il se vengera à un moment ou à un autre.
Et donc en institutionnel, il faut vraiment apprendre à faire des compromis. C'est pas un gros mot, c'est pas un mot indécent, c'est pas une insulte. Un compromis, c'est quoi? C'est de dire personne n'a gagné, mais tout le monde peut vivre avec la solution. Voilà. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est une manière de négocier dans des textes particulièrement difficiles, particulièrement sensibles, mais il faut mettre dans cet état d'esprit-là. Je crois que c'est la seule manière d'en sortir à long terme. C'est quand même ça qui nous intéresse. Enfin, la NVA introduit une action devant la Cour constitutionnelle quant au volet judiciaire de la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde. La scission de l'arrondissement en question ayant été le cheval de bataille de ce parti, une telle initiative peut paraître étonnante. Faut-il y voir là une énième provocation? Ce qui est un petit peu original, c'est que la scission de BHV, que je sache, n'était pas spécialement une demande francophone. Ça se fait, et c'est les Flamands qui, encore non contents, introduisent une procédure. Voilà, mais que Vlaams Belang et NVA ne soient pas contents qu'en Belgique on se soit mis d'accord d'un point de vue institutionnel et qu'on avance, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas que Geert Bourgeois ne nomme pas les bourgmestres, qu'ils introduisent des recours contre nos réformes. Voilà, malheureusement, ça c'est le lot de partis communautaires. Vous savez, quand même bien se dire que ces partis vivent, alimentent leurs débats, alimentent leurs membres, alimentent leurs débats politiques sur le communautaire. Donc si c'est pacifié et qu'on n'en parle plus, eux ont l'impression politique de perdre. Donc il faut créer. Et quand les autres partis se mettent d'accord, quand ça permet de faire avancer l'État, il faut trouver le moyen de faire revenir le communautaire en avant. Vous ne nommez pas des bourgmestres et vous introduisez des recours. Je dirais schéma tactique classique d'un point de vue politique. Je pense même, mais je ne suis pas un grand scientifique, mais que plus on va se rapprocher des élections, plus il y aura des querelles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent comme ça. Seul l'avenir nous le dira. En attendant, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Vous ne vous souvenez plus de la personne avec qui vous avez valsé au bal? Vous ne retrouvez plus le bureau étudiant? Eh bien, Justine et Elisabeth vous remettent tout cela en tête. Bonjour à tous. Pour ce 3e numéro, l'équipe du JFFD vous propose un reportage exclusif sur le bal de droit. Au menu, une interview de son organisatrice, Anne-Charlotte, ainsi que des images exceptionnelles de la soirée. Ainsi qu'un autre reportage sur l'ancien local du BE qui viendra bientôt, une salle de repos pour tous. Start spreading the news. I'm leaving today. Bonsoir et bienvenue au bal de droit qui se passe ici au Canal. On va s'amuser, on va se déchaîner sur la musique ce soir. Alors le bal de droit, il se déroule chaque année le premier vendredi de mars et c'est pour la communauté estudiantine, mais plus particulièrement pour les gens de notre faculté. Et tout va bien se passer ce soir ? Espérons, en tout cas on a tout fait pour que ça se passe bien, donc l'organisation est pour l'instant bookée. Maintenant, bien sûr, il y aura peut-être un petit couac, mais ça, on verra durant la soirée. Et est-ce qu'il y aura des surprises ce soir ? Alors oui, bien sûr, parce que grâce à notre sponsor, Brussels Airlines, nous avons réussi à avoir 2 tickets gratuits pour New York, un aller et un retour. Donc, à mon avis, il y aura un euro gagnant, quelqu'un qui sera très content ce soir. Spreading today. I want to be New York. Start spreading the news. Nous voici en ce 3 février dans l'ancien local du BE. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est en travaux afin d'accueillir le nouveau foyer étudiant.
Nous sommes ici en présence du président du BE qui va nous expliquer ce qui se passe ici. Oui, bonjour et merci beaucoup de nous donner l'occasion d'un peu raconter ça à la faculté. Donc en fait, on a pu obtenir de la doyenne, avec qui on entretient de bonnes relations, d'avoir un nouveau local pour les réunions du bureau étudiant. Donc on se trouve ici dans ce qui était l'ancien local de réunion du bureau étudiant, qu'on a déplacé sous l'escalier juste ici à côté de nous. Et l'idée, ça va être de transformer cet ancien local de réunion en un grand local facultaire, ouvert à tous les étudiants de la faculté, et donc qui aurait pour objectif d'être un local un petit peu chill, comme on peut rencontrer par exemple au Cercle des Sciences dans d'autres parties de l'ULB, au cœur du H, près de la bibliothèque, où les étudiants pourraient faire leur pause, à prendre un café, parce qu'on va mettre des machines à café, venir prendre, comme je le disais, venir faire leur pause ici. Il y aurait des canapés, un kicker aussi qu'on est en train de mettre en place, et comme vous le voyez derrière moi, il y a toute une équipe de motivés au bureau étudiant qui essaye de faire de cette salle la salle la plus chouette possible pour accueillir tous les étudiants. Et donc, on pense ouvrir la salle un petit peu avant les vacances de Pâques. Et donc, on essaie de faire ça au plus vite. Et on est en train de repeindre là, après avoir détruit le mur, comme vous pouvez le voir. Et on va y arriver. Et tout ce qui était les permanences du bureau étudiant pour les syllabus, les codes, les pulls, vont se passer dans ce local ici. Et donc, dans une ambiance beaucoup plus sympa, vu que ce sera dans le local même, le local facultaire, que se passeront les permanences. Parfait, nous espérons voir ça d'ici peu. Et à bientôt. Et pour les événements à venir, nous avons le 11 mars le banquet du juriste, Le 19 mars, le concours d'éloquence organisé par Elsa. et enfin le 20 mars, le carré infernal au Gotha. Au revoir. Vous entendez beaucoup parler d'Erasmus, mais vous ne savez pas du tout en quoi cela consiste concrètement. Avant de nous quitter, voici le petit reportage réalisé par Arthur depuis la Ville Lumière. Au revoir et à bientôt pour le prochain numéro. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes aujourd'hui à Paris. Et c'est d'ici que je vais vous parler de cette formidable phénomène qui vous attend peut-être encore, l'Erasmus. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Paris. Si je suis venu à Paris, c'est avant tout pour l'art, comme ici, mais aussi pour la gastronomie internationale, le métro, absolument fascinant, et aussi tous ces petits mystères que l'on peut trouver un peu partout dans la ville, comme par exemple cette statue de babouin adorant le soleil, qui constituait le socle original de l'obélisque de la place de la Concorde, mais qui fut remplacé par un autre socle, plus doré, plus simple et plus adapté à la place publique, puisqu'il avait moins de babouins tout nus. Pour ce qui est de la partie universitaire de l'Erasmus, on travaille plutôt bien à Paris. J'ai passé ainsi plusieurs nuits sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais tout cela ne devra pas vous empêcher de vous amuser, de vivre des aventures folles, et comme je l'ai fait ici à la Cité universitaire internationale de Paris, de vous faire au moins un bon millier d'amis. Et ainsi s'achève donc notre séquence. Merci à tous de nous avoir suivis. Il est à présent temps pour moi de rentrer à la maison, et je vous retrouve dans un instant sur le plateau pour une rencontre avec notre invité très spéciale. Merci à tous. Alors je vois que vous êtes nombreux à vous demander « Mais comment vais-je faire pour partir en Erasmus ?» C'est très simple. Pendant que l'Arthur du passé revient de Paris, je vais vous l'expliquer. L'Erasmus se déroule en Master 1. Et pour y accéder, il n'y a qu'une seule règle, la règle du point. La faculté de droit regardera 3 de vos résultats. Votre première session en MA1, votre première session en MA2 et la moyenne des deux. Pour chacune de ces cotes, elle vous attribuera 1 point si vous avez entre 12 et 14, 2 points si vous avez entre 14 et 16, 3 points si vous avez entre 16 et 18, et 4 points si vous avez entre 18 et 20. Pour partir, il vous suffit d'avoir 1 point. Pour le reste, déposez votre dossier et laissez faire l'administration. Et maintenant, top interview. Et nous voici de retour sur le plateau avec notre invité très spécial, Nathan Dessy. Bonjour Arthur. Bonjour Nathan. Donc Nathan est parti en Erasmus à Rome, n'est-ce pas? Tout à fait.
et nous allons lui poser quelques questions au sujet de l'Erasmus en langue étrangère. Donc Nathan, dis-moi, tu es parti à Rome, mais est-ce que tu parlais italien avant ou... Pas vraiment, j'avais quelques notions, vu que j'étais parti souvent en vacances avec mes parents en Italie, mais ça s'arrêtait là. D'accord, et sinon, est-ce que tu as pu apprendre là-bas sur place? Tu as eu des cours ou tu as appris comme ça sur le tas? On avait le choix, ils proposaient soit un cours intensif en septembre, mais n'ayant pas pu arriver à temps pour le suivre, ils proposaient également, après, durant tout le semestre, un cours par semaine, ce que j'ai fait. Ah d'accord, si. E maintenant, parla italiano? Certo, come un vero italiano. Ah, molto bene. Et donc cette expérience Erasmus et tout, langue étrangère, tu crois que tu pourras la valoriser sur ton CV ou... Si l'occasion se présente, oui, bien sûr, mais en soi, j'ai plus fait mon Erasmus dans une perspective d'enrichissement culturel et social, plus que dans une perspective carriériste. Ah, je te comprends. Moi aussi, je dois t'avouer. Eh bien, Nathan, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et avec plaisir. D'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Top générique.